Ce qui frappe dans cette étude de Solange de Nerveau, c'est qu'il n'y a pas de résultat visible au niveau de la justesse des calculs demandés. Il faut donc aller chercher dans l'activité cérébrale de l'élève pour comprendre ce qui s'y passe. Et là, Solange de Nerveau relève 3 éléments forts qui pointent des différences fondamentales entre ce que propose le modèle Montessori et notre école traditionnelle et conduisent à un fonctionnement du cerveau tout à fait différent pour des objectifs certainement non conscientisés, très différents également. Ainsi, à l'école Montessori, l'élève active son cerveau pour comprendre l'erreur. Dans notre école traditionnelle, il active son cerveau pour mémoriser la bonne réponse. À l'école Montessori, il n'y a pas de jugement de valeur. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Dans les écoles traditionnelles, il y a un jugement de valeur à travers une note, une appréciation, un classement, de la compétition ou simplement le regard des autres. À l'école Montessori, il n'y a pas de conséquences négatives à l'erreur, alors que dans la classe traditionnelle, l'erreur est sanctionnée par une note qui peut être négative, ou du moins vécue de manière négative par l'élève. Les objectifs sont donc différents. Dans la première, il s'agit de comprendre son erreur, dans la deuxième, de ne pas faire faux. C'est bien ce que montrent les résultats de la recherche par IRM. En plus de ce non-jugement qui accompagne l'erreur, d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour favoriser cette relation positive à l'erreur. Ces facteurs sont, d'une part, le mélange des populations d'élèves, qui limite les possibilités de se comparer. D'autre part, la manière de conduire le travail et le matériel offert aux élèves ont également leur importance. Si les travaux de groupe favorisent la collaboration, l'échange, voire le respect dans le meilleur des cas, ils favorisent aussi le stress à travers le besoin de reconnaissance et de réussite que peuvent avoir les enfants les uns en face des autres. Le matériel autocorrectif est également un facteur important dans le sens où l'élève n'a pas besoin du regard de l'autre pour savoir s'il a réussi ou non. L'attention portée est également différente, puisque dans l'approche Montessori, celle-ci est portée vers la réussite, alors que dans l'approche traditionnelle, elle est portée vers la correction des erreurs. Enfin, un facteur très important est le temps donné à l'apprentissage. Arguant toujours la poursuite du programme, les enseignants laissent rarement le temps nécessaire aux élèves pour réellement s'approprier la matière enseignée. Il en résulte un apprentissage superficiel sur lequel les élèves ne peuvent s'appuyer de manière fiable pour avancer. Ceci peut être un grand facteur de stress et conduire à un manque de confiance en soi. La confiance en soi et en ses capacités à apprendre est donc un élément essentiel. Celle-ci peut tout à fait se développer dans l'école traditionnelle, pour autant que tout se passe bien. Autrement dit, les élèves qui ont des facilités et qui savent bien jouer leur métier d'élève acquièrent une belle confiance en eux. Pour les autres, c'est nettement plus difficile. En matière d'apprentissage, ce sont avant tout des compétences qui sont mobilisées chez les élèves Montessori. Compétences à mobiliser des outils cognitifs, tels que la résolution de problèmes, alors qu'à l'école traditionnelle, c'est avant tout la mobilisation de connaissances et de modèles opératoires mémorisés qui sont recherchés. Autre compétence, créative cette fois, liée à la capacité de s'adapter à une situation nouvelle et inconnue, alors que le transfert, lorsqu'il est pensé par l'élève, se fait la plupart du temps au sein de situations identifiées comme similaires. Tout ceci conduit l'élève Montessori à une très grande souplesse, à une flexibilité cognitive qui l'autorise à mieux appréhender les changements, alors que l'élève de classe plus traditionnelle n'aura, le plus souvent, qu'une flexibilité restreinte, ne lui permettant pas d'appréhender aussi facilement les changements. Bien sûr, il faut prendre toutes ces données avec les plus grandes précautions. Tout ce que j'ai présenté au futur aurait certainement mérité d'être présenté au conditionnel. Solange de Nerveau rappelle d'ailleurs très bien les limites d'une telle recherche, liée à un matériel qui n'a rien à voir avec une situation classique d'apprentissage ou d'évaluation en classe. Elle rappelle également que le nombre limité de participants est aussi un facteur dont il faut tenir compte. Enfin, toutes les classes Montessori ne sont pas aussi idéales que l'aurait souhaité Maria Montessori elle-même, et toutes les classes régulières ne sont pas fermées à ses approches ou à ses visions. Nous pouvons donc très bien imaginer que l'esprit Montessori ne reste pas confiné aux écoles qui portent son nom et que nous avons, nous, enseignants de classe traditionnelle, toute latitude pour organiser notre enseignement
en fonction de ces principes. Quant aux notes, la Finlande a bien réussi à s'en passer. Pourquoi la Suisse ne le pourrait-elle pas ?